permettez-moi de vous remercier de votre présence. Et je tiens à remercier particulièrement l'ensemble des intervenants, chercheurs de renom, universitaires, spécialistes, qui ont accepté d'apporter leur éclairage sur la géopolitique du terrorisme. Je profite à cette occasion pour remercier également M. le député maire Jacques Millard, ici présent, de l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé, ainsi que les membres du corps diplomatique présents, dont les excellences, les ambassadeurs d'Albanie, de Bolivie, d'Égypte, de Géorgie, d'Iran et de Macédoine, également les secrétaires, conseillers et chefs de mission et chargés d'affaires des ambassades d'Allemagne, d'Argentine, de Burkina Faso, du Canada, du Centrafrique, de Chili, de Chine, de Finlande, du Guatemala, d'Inde, d'Iran, d'Irak, Lituanie, du Qatar, de Roumanie, de Russie, de Serbie, du Soudan, de Turquie, de l'Ukraine. Je laisse la parole tout de suite à Monsieur le député maire et après je viendrai vers vous. Vous avez la parole, Monsieur le député. Bien, Monsieur le Président, merci. Effectivement, à mon tour de vous accueillir dans ce qui est la salle de l'opposition. Vous savez qu'il y a une majorité et une opposition. Alors ça change parfois. C'est une question de temps. Tout arrive, mais l'alternance joue à plein. Donc je vous accueille au nom, bien évidemment, du président de l'Assemblée nationale, puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, mais le président aussi, Christian Jacob, qui préside notre groupe. En effet, Monsieur le Président Razbin, on ne veut pas dire que vous choisissez la facilité, parce que la question du terrorisme ne fait pas l'unanimité. C'est même un sujet, si vous me permettez, que je dirais en bon français, casse-gueule. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais commissaire du gouvernement, parce que j'ai une vie antérieure à celle de député, j'étais diplomate. Ça paraît pas, mais j'étais vraiment diplomate, et un jour, en tant que commissaire du gouvernement au Conseil d'État pour défendre un texte présenté par le gouvernement, je me suis fait traiter par le rapporteur au Conseil d'État de terroriste. Et donc, j'ai pris ça pour un compliment. C'était un paradoxe. Ce qui est certain, c'est que quand on essaie de définir le terrorisme, les Américains, vous savez qu'ils font toujours très bien les choses. Dans une étude de 1988, on recensait plus d'une centaine de définitions. Donc, à mon avis, j'espère que vous allez bien pouvoir en rajouter une 101e à la fin de vos travaux. Simplement, il faut s'interroger d'où vient le mot terroriste. Eh bien, c'est une invention française. C'est quelque chose qui marque le monde, puisque la première appellation de terroriste remonte à novembre 1794 pour désigner, par le mot terroriste, les partisans de la terreur. C'est-à-dire que, premier chef, il y avait Robespierre, Saint-Just. Et cette étymologie est intéressante parce qu'elle souligne à mes yeux un facteur essentiel dans la logique du terrorisme, c'est finalement la dissymétrie. Dissymétrie ou asymétrie du faible au fort. À l'époque, en 1794, vous le savez, la révolution était menacée. Et donc, pour imposer la révolution, comme aurait dit Marx 100 ans plus tard, le diktat, eh bien, il fallait recourir à des moyens violents, d'où l'idée de la terreur pour faire plier les ennemis de la révolution. Et en réalité, quand on réfléchit à tout ça, on retrouve très souvent, bien évidemment, ce qualificatif pour l'autre, c'est-à-dire celui qu'on combat. J'ai toujours été frappé, quand on s'interroge un peu à l'histoire de France, pardonnez d'avoir un peu
de jouer, je dirais, de l'écocentrisme français. Et souvenons-nous, quand les Allemands placardaient sur les murs qu'ils avaient exécutés à Châteaubriand, à Lyon, dans le Vercors, 20, 100 terroristes, ils le faisaient savoir par des affiches, lesquels terroristes, en 1944-1945, ont été rebaptisés les héros de la résistance. Donc, est-ce que, comme l'aurait dit Sartre, finalement le terroriste, c'est toujours les autres, c'est toujours être le criminel de l'autre? C'est une réflexion que j'avoue avoir toujours en tête, et que dans une crise que nous connaissons bien, celle du Proche-Orient, j'ai toujours été frappé par le fait que vous êtes toujours le terroriste de l'autre, et qu'il y a toujours une proto-histoire dans tout ce conflit qui n'en finit pas. Seule différence peut-être aujourd'hui, est-ce qu'avec l'affaire des dérives intégristes djihadistes, est-ce qu'on est dans la même logique? Est-ce que c'est la même logique, effectivement, pour imposer une idéologie, celle de l'intégrisme, à un peuple qui n'en veut pas, donc on emploie la terreur? Il y a certainement quelque chose de tout à fait comparable. Le problème, c'est qu'effectivement, le terrorisme fait mal, il tue des innocents, et qu'il n'est pas acceptable par la plupart des États au monde qui essayent effectivement de le criminaliser, et qui le criminalisent. La France le fait, mais ce n'est pas le seul État au monde. Beaucoup d'États au monde criminalisent effectivement l'action terroriste. Je crois qu'en réalité, bien évidemment, on ne peut pas accepter, je dirais, par des bombes, de tuer à l'aveugle. Je suis bien d'accord avec ça. Mais je crois qu'il faut dépasser aussi, je dirais, cet état de fait qui n'est pas acceptable, car le terrorisme, et ce n'est pas un constat d'impuissance, mais c'est une réalité, révèle les crises de la scène internationale. Et pour moi, je crois que là où il y a du terrorisme, indépendamment du fanatisme, parce que vous pouvez avoir effectivement des mouvements fanatiques, c'est un révélateur de notre impuissance collective à assurer la résolution de conflits qui durent et qui poussent au désespoir certaines personnes. Alors vous me direz, ben vous faites l'avocat des terroristes. Non, bien sûr que non. Mais il faut bien comprendre qu'y compris lorsqu'on a des mouvements terroristes en Europe, je pense à l'Irlande du Nord, c'est, je dirais, l'incapacité d'un État combien démocratique à résoudre une question politique. Et je crois que c'est en cela que le terrorisme qui ne peut pas être accepté, c'est-à-dire la violence aveugle, impersonnelle d'un mouvement infra-étatique, qui doit être certainement rejeté comme moyen politique, mais qui révèle, qu'on le veuille ou non, notre impuissance globale à résoudre des crises qui n'en finissent pas. C'est là où je vous dis, je citerai une Anglaise, qui était Elisabeth Ier, et qui, lorsque M. Sir Francis Drake est parti à la conquête des Amériques, elle avait dit « Salut aux chercheurs d'aventure ». Eh bien, aujourd'hui, je salue, je dirais, votre courage à essayer de résoudre cette question qui n'est pas finie et qui montre que nous vivons dans un monde ô combien imparfait.